Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais commencer, du coup, il est 30. Donc, je me présente rapidement, Clément Marcelot, je suis Solution Engineer chez BitSight. Donc voilà, je couvre essentiellement la France. Aujourd'hui, le sujet... Ah, pardon, excusez-moi, je croyais qu'on me faisait signe au fond. Aujourd'hui, le sujet, c'est donc Nice 2. Donc la présentation va durer environ 25-30 minutes. On va essayer de garder un peu de temps pour les questions. Le sujet, c'est bien Nice 2. C'est pas BitSight. On parlera rapidement de BitSight à la fin, sur les 5 dernières minutes. Mais l'objectif, c'est donc d'aborder Nice 2. En 25 minutes, je préfère le dire, on ne va pas avoir le temps de rentrer très en détail dans la directive, mais c'est vraiment d'en comprendre les éléments essentiels, qui, quand, pourquoi, comment, etc. Et d'apporter un éclairage. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Non. Je vais faire comme ça. Ça ira. Donc, petit disclaimer, hein. Simplement, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, donc l'éclairage que je vais essayer d'apporter sur Nice 2, c'est un éclairage avant tout technique, opérationnel, de donner vraiment une compréhension des aspects techniques, pas des aspects légaux. C'est un aspect important, évidemment, de toute directive et de loi, on le verra après. Mais voilà, juste pour être clair sur le contexte. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste, bon, je sais pas, les écrans sont un peu petits, mais au pire, vous aurez sûrement la présentation en follow-up. Mais les deux, on va dire, les deux meilleurs endroits pour avoir des références sur Nice 2 en France, c'est évidemment le site officiel du Parlement, qui met à disposition le texte dans son intégralité, et le site de l'ANSSI, bien sûr, qui en parle un petit peu, puisqu'on va le voir après. Forcément, l'ANSSI a un rôle assez important et très central en France sur le sujet de Nice 2. Voilà. Alors, et par ailleurs, j'encourage ceux d'entre vous qui y ont un intérêt et qui ne l'auraient pas encore fait, à lire la directive. Elle est assez digeste. Ce n'est pas le cas de tous ces textes-là. Celle-ci est très digeste. Une bonne idée, d'ailleurs, c'est de limite la commencer par la fin, puisque avant vous avez 144 préambules qui vous donnent des éléments de contexte. C'est très intéressant, mais disons que c'est aussi intéressant de les lire, paradoxalement, après avoir lu la directive pour comprendre comment est-ce qu'on aboutit à ces différents articles. Sur ce slide, juste quelques petits exemples. On entend beaucoup parler de régulation en ce moment. Régulation, directive, c'est pas exactement la même chose. Il y en a deux qui font, en tout cas vu de notre fenêtre et des discussions qu'on a avec nos clients et prospects en ce moment, il y en a deux qui font plus parler que d'autres. C'est DORA et Nice 2. Il y a aussi le CRA qui n'est pas dans la liste, mais on pourra l'aborder ou le mentionner. Mais voilà, le sujet c'est bien Nice 2. C'est des différentes régulations qui n'ont pas exactement les mêmes objectifs, qui n'ont pas exactement les mêmes scopes, non seulement en termes d'implication pour les entités concernées, mais aussi en termes d'entités concernées tout simplement. DORA, c'est la finance. Nice 2, on va le voir, c'est un tout petit peu plus large. Alors, peut-être un peu de contexte aussi sur Nice 2. Pourquoi Nice 2? Avant de parler du comment, du qui, du quand, etc. Pourquoi Nice 2? Parce qu'il y a une régule qui existe déjà, une directive qui existe déjà, qui s'appelle Nice 1, qui concerne relativement peu d'entités. En France, c'est à peu près 300 entreprises. Disons que c'est assez similaire à des implications comme celle de la LPM ou autre, où l'idée c'est vraiment d'identifier au travers de Nice 1 des entités qui vont avoir un caractère essentiel pour l'économie, et qui représentent un risque systémique, et de pouvoir renforcer la cybersécurité dans ces entités-là. L'idée de Nice 2, c'est pas que ça, mais c'est aussi qu'avec le Covid, on a simplement identifié qu'il y avait un tout petit peu plus d'entités essentielles que ce qu'on avait à l'esprit avant pour le fonctionnement d'un pays entier, d'une région. On s'est bien rendu compte avec le Covid et les confinements, etc., qu'il y a un certain nombre de pans de l'économie qui ont été mis un peu en stand-by, et il y a beaucoup de services qui ont été identifiés comme beaucoup plus critiques. On va le voir après, hein. Donc c'est vraiment l'idée de Nice 2, c'est d'étendre un peu le scope, de rajouter beaucoup plus d'entités que ce qu'il y avait dans Nice 1, et également d'introduire des nouveaux aspects du point de vue des obligations et de ce que ça va imposer à Nice 2. Alors le calendrier, on l'a ici. C'est aussi pour ça qu'on parle de plus en plus de Nice 2, c'est que finalement Nice 2, ça fait un moment que la directive est en discussion, qu'elle a été votée, mais là, elle sera mise en application à partir du 18 octobre. C'est une directive Nice 2.
ce n'est pas une régulation. DORA, c'est une régulation. DORA, ça s'applique tel quel dans chaque État membre de l'Union européenne, sans nécessiter une transposition en loi locale. Ce n'est pas le cas de NIS 2. NIS 2, comme c'est une directive, ça implique que les différents États membres, au travers de l'organisme régulateur qui est nommé à chaque fois, chez nous c'est l'ANSSI, ces États membres doivent faire une transposition en loi locale de la directive pour qu'elle puisse être appliquée avec les spécificités du contexte légal du pays. Donc ça, c'est le 17 octobre. Donc l'ANSSI a pour mission, jusqu'au 17 octobre, de réaliser la transposition en loi locale de la directive NIS 2. Donc on a déjà les grandes lignes qui sont définies dans le texte. Maintenant, reste à avoir les détails. C'est aussi un point important. Hein. Aujourd'hui, on parle de NIS 2. Dans le cadre de cette conférence, je veux dire, il y a certains éléments de détail qui ne sont pas encore connus, parce qu'on attend de voir comment l'ANSSI va les transposer. Et une fois que c'est transposé, le calendrier officiel dit qu'elle doit être appliquée le lendemain, le 18 octobre. Ça, c'est peut-être un élément qui va être un peu délicat à gérer, mais on peut de toute façon penser qu'il y aura une certaine latence entre le moment où le texte va être transposé et le moment où il va être réellement appliqué et où les entités concernées vont être vraiment contrôlées. Quoi qu'il arrive, l'application, normalement, c'est le 18 octobre, avec une autre date qui est importante aussi, c'est celle du 17 avril 2025, date à laquelle la liste définitive des entités concernées doit être publiée. Attention, cependant, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas déjà qui sera dans NIS 2. Ça veut simplement dire que le texte prévoit, donc on va voir les critères après, hein, le texte prévoit un certain nombre de critères pour identifier les entités qui doivent être conformes à NIS 2, mais le texte prévoit aussi que chaque régulateur local peut rajouter en supplément des entités que lui-même va considérer comme étant essentielles pour l'économie, pour le pays. Donc ça veut dire que finalement, on sait déjà à 95% quelles sont les entités qui vont tomber sous NIS 2, mais il peut y en avoir d'autres rajoutées au 25 avril. Le message, c'est ne pas attendre le 25 avril pour se mettre en conformité quand on sait déjà que de toute façon, on fera partie des entités qui vont être listées. Alors, dans ce qui change, j'en parlais tout à l'heure, évidemment, le périmètre élargi. Alors, je vais les relire, désolé, c'est un peu petit. Donc, dans NIS 1, il y avait déjà un certain nombre d'entités qui étaient identifiées, d'entités d'industrie, qui étaient identifiées de secteurs. Donc, il y avait l'énergie, le transport, la banque, les marchés financiers, la santé, l'eau potable et l'infrastructure numérique. Ça, c'était NIS 1. Ça reste, c'est toujours valable. Ce seront des secteurs qui seront considérés comme entités essentielles. À ça se rajoute pour les entités essentielles toujours l'espace, les administrations publiques. C'est aussi une grosse spécificité de NIS 2 par rapport à NIS 1. Et le traitement des eaux usées. Typiquement, là aussi, pendant le Covid, on s'est rendu compte que ça faisait partie des choses qui étaient importantes aussi. Il n'y avait pas que l'eau potable, mais il y avait les eaux usées. Et puis, ensuite, on va retrouver les entités importantes. Donc vous verrez la différence entre les entités essentielles et les entités importantes. Ça se situe principalement au niveau des contrôles et des pénalités associées. Donc dans les entités importantes, on va retrouver les fournisseurs de numérique, on va retrouver la fabrication, la manufacture d'équipements électriques. C'est un peu plus large que ça. Il y a dans tous les cas, dans la directive, si vous les lisez, vous verrez, il y a des articles qui identifient très précisément ces différents secteurs-là, avec même des sous-catégories. Par exemple, sur le transport, en fait, on se rend compte que c'est tout. C'est-à-dire que c'est l'aérien, c'est le rail, c'est le maritime, c'est le routier, c'est vraiment tout type de transport. Mais il y a ces sous-catégories qui sont définies. On va retrouver la fabrication chimique aussi, la recherche, l'alimentaire. L'alimentaire au sens assez large. Ce n'est pas que la production, c'est aussi l'acheminement. C'est-à-dire que si je travaille dans une entreprise qui ne produit pas de denrées alimentaires, mais qui a pour but de les acheminer, je suis donc potentiellement concerné par NIS 2. La poste et l'acheminement, c'est-à-dire l'acheminement du courrier, les services de livraison, et la gestion des déchets. Voilà, donc ça, ce sont tous les secteurs, donc c'est relativement large. Donc à l'échelle de l'Europe, c'est 150 000 sociétés. À l'échelle de la France, c'est environ 15 000 sociétés qui sont qualifiées par ces critères-là, et ceux d'en dessous dont je vais parler juste maintenant. Donc on voit que c'est un peu plus large que NIS 1, quand on parlait de 300 sociétés seulement. Il y a, au-delà de cette qualification en termes de secteur, il y a ce qu'ils ont appelé un cap size. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question de taille. Donc taille, ça veut dire quoi? Ça veut dire un certain nombre de personnes, et ça veut dire un certain revenu aussi. Donc c'est-à-dire que si vous êtes dans le secteur de la finance, mais que vous êtes une ETI de 3 personnes, vous n'êtes a priori quand même pas concerné par NIS 2.
peut-être par Nora par contre, mauvais exemple la finance, mais voilà, c'est l'idée. Il faut quand même avoir une certaine taille d'entreprise, sachant qu'on le retrouve ça dans une documentation qui a été partagée par l'ANSSI déjà, puisque évidemment, même s'ils ont jusqu'au 17 octobre, ils ont bien entendu déjà commencé à beaucoup communiquer sur le sujet. On retrouve par exemple une notion intéressante qui est qu'on peut être dans un secteur qui correspond à une entité essentielle, mais parce qu'on est d'une taille intermédiaire, c'est-à-dire entre les deux critères, je ne sais pas si vous pouvez le lire ici, mais c'est 250 personnes pour les entités essentielles et 50 personnes pour les entités importantes. Si je suis dans un secteur essentiel, mais que je n'ai que 100 employés, je me retrouve quand même entité importante, pas essentielle. Si j'ai moins de 50 employés, je ne suis pas concerné. Ce qui change, donc ça c'était en termes de scope. Maintenant, ce qui change aussi, bien sûr, c'est le contenu des obligations, le contenu de la directive. Donc on va retrouver plusieurs focus. Je vous les fais pas tous en détail, hein, mais on va retrouver le reporting d'incidents. C'est-à-dire qu'on va demander à ces entités de remonter au régulateur local, donc encore une fois chez nous l'ANSSI, les incidents sous 24 heures. Ça, c'est le rapport préliminaire. Il s'agit juste de dire j'ai eu un incident de cyber, même s'il n'est pas encore extrêmement qualifié. Ensuite, on a jusqu'à 72 heures pour remonter un rapport un peu plus détaillé, c'est-à-dire avec une mesure plus précise de quel a été l'impact de cet incident, quel est le type d'incident, etc. Et enfin, on a jusqu'à 1 mois pour là transmettre le rapport complet avec l'analyse intégrale de l'incident et de ses conséquences. C'est le premier point. Ça va être un challenge, on sait, surtout pour les entités qui sont plus petites, qui ont une maturité cyber et des moyens cyber aussi peut-être moins importants. Ça va être un élément compliqué. Un autre élément qui n'est pas tellement technique, mais qui est intéressant malgré tout, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que NIS 2 stipule, je ne vais pas vous faire la citation exacte parce que je ne l'ai plus en tête, mais c'est important de ne pas se tromper dans la terminologie, mais en gros, NIS 2 stipule que la direction, le management des entités concernées est responsable. Donc les humains sont responsables, et même responsables pénalement, en fait, de l'application de la mise en conformité en fait, avec cette directive, et plus précisément avec la transposition en loi locale. La direction est responsable, et donc dans les pénalités qu'on va retrouver après, on peut avoir des pénalités qui vont impacter directement les personnes. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver interdit d'exercer une fonction de direction, une interdiction temporaire, mais quand même d'exercer une fonction de direction au sein de l'entreprise. Donc ça peut être évidemment assez embêtant, et donc je pense que ça va aussi être un élément important dans le cadre de la sensibilisation à NIS 2, c'est que là on va directement, entre guillemets, le terme n'est pas très bon, mais on va directement aller taper aussi sur les humains derrière. L'idée, c'est vraiment de donner de la responsabilité à quelqu'un et pas juste à une personne morale. Les pénalités, justement, c'est un autre aspect. C'est-à-dire que NIS 2 introduit des pénalités. C'est une différence aussi avec DORA. C'est que là, si je suis une entité essentielle, la pénalité en cas de non-conformité, ça peut être 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires global du groupe. Selon ce qui est le plus haut. C'est-à-dire qu'évidemment, si 2% du chiffre d'affaires global du groupe, ça représente 150 millions, ce sera ça, la pénalité, potentiellement. Après, évidemment, il faut qu'elle soit appliquée, mais ça peut aller jusque-là. Donc là, pour le coup, ça rappelle un peu l'approche GDPR de ce point de vue-là. Même si les deux textes n'ont rien à voir dans le scope, dans l'approche, mais du point de vue des pénalités, l'approche est sensiblement la même. Si je suis une entité importante, même principe, mais avec des chiffres plus bas. C'est 7 millions et 1,4% du chiffre d'affaires. Et enfin, je le disais juste avant, les pénalités, c'est aussi la potentielle suspension des accréditations, des licences qui peuvent exister dans certains secteurs et l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction. Dernier point, dernière grosse spécificité de NIS 2, et en réalité, c'est surtout pour ça que nous, BitSight, on est confronté beaucoup à NIS 2 dans le cadre de nos discussions, c'est le gros focus qu'il y a sur la supply chain. Il y a la supply chain, on en parle à pas mal d'endroits au niveau du texte. C'est un élément qui est pris en compte non seulement par les régulateurs, parce que ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui, on va plutôt parler de comment la directive impacte les entreprises, mais le régulateur aussi va avoir un certain nombre de missions, dont des missions d'assessment de risques systémiques sur la supply chain, etc. Mais c'est un gros focus, c'est-à-dire qu'on va demander aux organisations de prendre en compte le risque de la supply chain et de vraiment avoir une politique
et un process de gestion de ce risque-là. La responsabilité de la direction, j'en ai parlé suffisamment, je pense. Je vais pas épiloguer. Je voulais juste voir si j'avais retrouvé la citation, mais je ne l'ai pas. Un autre point, donc, c'est les contrôles. Parce que tout ça, c'est bien joli, mais l'idée aussi, c'est comment est-ce que le régulateur local va contrôler les entreprises, les entités importantes, les entités essentielles, et leur conformité par rapport à la directive. Ça, c'est détaillé dans 2 articles, article 32, article 33. C'est quasiment les mêmes, simplement il y en a un qui concerne les entités essentielles, l'autre qui concerne les entités importantes. C'est une des différences entre essentielles et importantes. Il y a un peu plus de contrôle sur les essentielles que sur les importantes, et surtout, pour une entité essentielle, les contrôles sont proactifs, continus et aléatoires. Alors que si je suis une entité importante et pas essentielle, les contrôles vont être effectués ex post. Donc vraiment, s'il y a eu incident de sécurité, ou, c'est là qu'il y a un peu de flou, ou s'il y a une suspicion de non-conformité. On peut se demander comment ça va se traduire, comment cette suspicion-là, elle peut se concrétiser. Est-ce que c'est une indication? Est-ce que c'est une remontée régulière? Je ne sais pas répondre. Je ne trouve pas la réponse dans le texte, mais c'est un élément important. Mais en pratique, c'est surtout les entités essentielles qui vont être contrôlées en préalable et pas simplement en mode réactif. Du point de vue des contrôles eux-mêmes, là aussi, on attend bien sûr la transposition en loi locale pour avoir un petit peu de détails techniques sur comment vont être faits ces contrôles. Il y a 2 aspects à éclaircir. D'une part, la directive prévoit que le régulateur peut déléguer la mission de contrôle à des organismes qui vont être accrédités, ce qui semble logique. 15 000 sociétés en France. On peut évidemment penser que ça va être compliqué pour l'ANSSI d'avoir la bande passante pour pouvoir réaliser des contrôles sur 15 000 sociétés, en plus de toutes les autres missions qu'elle a actuellement. Donc c'est vrai que, et bon, c'est bien l'ANSSI qui choisira, mais on peut penser en effet qu'on va s'appuyer sur des organismes tiers pour aller réaliser ces contrôles. Alors là aussi, autre élément à éclaircir, l'aspect technique des contrôles, même si on a les grandes lignes de quelque part la trousse à outils du régulateur. Il va y avoir, ça décrit finalement le process de gestion de risque tiers tel qu'on le connaît déjà et tel que les entreprises qui ont déjà ce type de process ont pu le mettre en place. Donc on va retrouver des contrôles sur site, des contrôles à distance. C'est évidemment ce qui va prendre beaucoup de temps aussi. On va retrouver des scans de sécurité qui devront être là pour le coup assez clairement définis, c'est-à-dire que ces scans doivent être objectifs, non discriminatoires, et là pour le coup je le lis tel que c'est écrit dans le texte, équitables et transparents. Évidemment. On peut retrouver des demandes d'information. Donc là, typiquement, quand il va s'agir d'aller vérifier l'existence et l'application d'un process de gestion de risque ou autre, une politique de sécurité, bien entendu, il va s'agir de communiquer, de collaborer avec ces entreprises-là pour récupérer ces éléments, les analyser exactement de la même manière que quand on soumet un questionnaire à un fournisseur, on va analyser les éléments qui sont fournis. Demande de preuves. C'est exactement cette idée-là aussi. On va demander des preuves, on va s'appuyer peut-être aussi sur des certifications, mais c'est vraiment un ensemble d'éléments, d'indicateurs, de documents qui vont être utilisés par le régulateur, le contrôleur, pour pouvoir vérifier la mise en conformité. Du point de vue de la trousse à outils elle-même, c'est la même pour une entité importante que pour une entité essentielle. C'est vraiment au niveau de l'exécution que ça va différer. Les obligations. Donc ça va être un gros morceau. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Là encore, la slide n'est pas exhaustive. Bien évidemment, c'est un peu plus détaillé dans la directive. Il y a plusieurs obligations. On a parlé tout à l'heure de la partie gestion des incidents. Évidemment, c'est un élément important parce que si je dois être en mesure de reporter un incident régulateur sous 24 heures, il faut que je sois équipé pour le faire, pour le détecter, pour le communiquer. Il y a aussi, j'en ai parlé évidemment, la supply chain. Donc l'analyse et la gestion de risque de la supply chain. Je dois avoir un process, un outillage, et une politique de gestion de risque de ma supply chain. Ça veut dire pas mal de choses. Au-delà de la supply chain, il y a aussi l'aspect analyse et gestion de risque interne. C'est-à-dire que l'idée, mais comme souvent, c'est pas uniquement de faire de la sécurité, c'est aussi de faire du risque. C'est compliqué de faire de la gestion de risque, mais ça coûte toujours beaucoup moins cher que de faire de la gestion de crise. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir ces politiques-là. Et il y a un autre aspect
je dis un autre aspect parce que dans le texte, c'est vraiment listé comme un autre point à part entière, qui est le contrôle de ces politiques de gestion de risque. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir un document qui va décrire les différents principes de cette gestion de risque, l'outillage, etc. Mais il s'agit aussi d'assesser, soi-même ou au travers d'un tiers à qui on confiera cette mission, mais d'assesser l'efficacité de ces contrôles-là, d'avoir vraiment un contrôle continu, un audit continu de sa performance, de l'efficacité des contrôles en place et des politiques de gestion de risque. Autre aspect, continuité des activités. C'est un aspect dont on commence à être quand même pas mal familier, notamment au travers d'autres textes, d'autres régulations, mais il s'agit vraiment pour ces entités d'avoir un vrai plan de continuité, d'avoir un plan de continuité, de reprise d'activité. Cyberhygiène, et je l'ai mis en gras et entre guillemets, parce que dans la traduction française du texte, c'est comme ça que c'est ressorti. Cyberhygiène, donc on va attendre de ces entreprises-là qu'elles adoptent les bonnes pratiques en termes de cybersécurité sur un certain nombre d'éléments qu'on va considérer, c'est mon opinion, mais comme un peu évident, c'est-à-dire des PKI quand c'est nécessaire, qui soient propres, et des contrôles cryptographiques qui soient pas obsolètes déjà, mais en fait, ça couvre un très large nombre de sujets. L'authentification, même si c'est pour le coup un point à part entière, mais ça tombe un petit peu aussi dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'on va attendre de ces entités-là qu'elles aient mis en place des vrais systèmes d'authentification forte. Donc on parle d'authentification à plusieurs facteurs, on parle d'authentification continue, mais c'est vraiment un aspect important. D'utiliser des systèmes de communication sécurisés aussi. Pareil, c'est très large. La communication sécurisée, c'est la visio, c'est les emails, c'est vraiment toute la panoplie. Gestion des actifs et des vulnérabilités. C'est-à-dire qu'il faut avoir un process et un outillage de gestion continue des vulnérabilités et aussi d'avoir une bonne maîtrise, une bonne connaissance de ces assets, de ces actifs. Je dois connaître ma surface, je dois connaître mes systèmes, je dois savoir ce que j'expose, que ce soit en interne, que ce soit en externe, et je dois pouvoir le maîtriser. C'est-à-dire que le fait de ne pas savoir, ce sera pas de ne pas avoir su que tel ou tel asset était exposé ou qu'il appartenait à la société, ce ne sera pas une excuse. Et autre point très important aussi, la formation des utilisateurs. C'est-à-dire que plus spécifiquement, quand on parle de la responsabilisation de la direction, la directive stipule que les cadres dirigeants doivent être eux-mêmes, bien entendu, formés à la cybersécurité. Là encore, il n'y a pas encore extrêmement d'éléments de détail sur ce qu'on entend par être formé à la cybersécurité. Est-ce que c'est un bootcamp de 2 semaines ou est-ce que c'est un webinaire d'1 heure ? On en saura plus tard, mais il faut que les cadres dirigeants soient formés à la cybersécurité, mais la directive aussi, même si ce n'est pas une obligation pour le coup, recommande fortement que la formation continue en cybersécurité soit aussi étendue à l'ensemble des utilisateurs des différents systèmes. C'est-à-dire, ce qui a du sens, évidemment, quand on pense à un certain nombre de risques. On sait qu'aujourd'hui, le facteur humain, c'est un facteur essentiel. On sait que c'est quelque part peut-être un des points les plus difficiles à adresser, parce qu'il ne suffit pas d'avoir mis en place tel ou tel outil de cocher une case. C'est un effort continu. Mais voilà, c'est bien identifié dans la directive. Alors, petit focus sur la supply chain, et puis après, je pense que je ferai une pause et on prendra les éventuelles questions. Petit focus sur la supply chain, parce que côté BitSight, c'est un aspect qui est important pour nous. Il y a 3 éléments, il y a trois aspects de la directive qui touchent à la supply chain. Celui qui intéresse particulièrement les entreprises, c'est celui qui est tout au bout, tout à droite sur le slide. C'est vraiment le fait de réaliser des risk assessments sur ses fournisseurs. Mais il y a d'autres aspects aussi, même si c'est moins le focus aujourd'hui, mais c'est-à-dire que le régulateur va avoir des missions en collaboration avec les autres régulateurs des autres États membres d'études, on va dire, un peu plus systémiques d'un risque au niveau de la supply chain. Et la directive prend en exemple, par exemple, ce qui avait été fait pour la 5G. Donc la directive parle de la toolbox 5G. L'idée, c'est de pouvoir, quand on a fait cette étude-là, d'appliquer la même approche, la même démarche pour regarder s'il y a une technologie, un fournisseur ou un autre qui représente un risque systémique pour l'ensemble de l'Union européenne et de le faire de manière un peu plus opérationnalisée. Donc il y a pas mal d'éléments dans la directive qui concernent notamment la collaboration entre les États membres. Parce que c'est aussi quelque part un objectif de Nice 2. On parle vraiment, si on revient à l'essentiel, l'objectif de Nice 2, par rapport à d'autres directives, c'est d'harmoniser les contrôles et le niveau de maturité de la cyber à travers les États membres.
C'est-à-dire que tous les secteurs, déjà, donc on a nommé tout à l'heure, n'ont pas forcément le même niveau de maturité, mais déjà d'un pays à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes moyens, les mêmes niveaux de maturité. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'harmoniser tout ça et de renforcer la collaboration entre les différents États membres. Alors, petit slide de récap sur certains éléments essentiels, même s'il n'y a pas tout, et même si j'ai bien conscience que c'est écrit beaucoup trop petit du coup. Mais si on devait récapituler, donc Nice 2, les gros changements par rapport à Nice 1, c'est le scope qui est étendu à beaucoup plus d'entités, beaucoup plus de secteurs. Donc pour mémoire, 150 000 entités à travers l'Europe, environ 15 000 en France pour l'instant. Mais évidemment, l'ANSSI a la possibilité de rajouter des entités. Je doute qu'ils en rajoutent non plus 3 000, mais ils vont avoir la possibilité de rajouter des entités qui ne seraient pas qualifiées de base par les critères dont on a parlé tout à l'heure. La notion évidemment d'entité essentielle versus importante, qui ne change pas grand-chose fondamentalement, si ce n'est les pénalités et les modes de contrôle du régulateur. Focus sur le rapport d'incident auprès du régulateur, focus sur la supply chain et les fameuses pénalités. Voilà. Je m'arrête là. Si vous avez éventuellement des questions, sinon j'ai encore un peu de contenu. Ça parle plus de BitSight, c'était moins l'objet aujourd'hui. Je préfère garder du temps pour les questions. Si toutefois vous en avez. Oui, il y a un micro qui arrive. Bonjour, Gonolé Bénèche de la société Axians. J'avais une question au sujet des... Je voulais revenir sur les contrôles. Vous avez indiqué que les audits de sécurité devaient être faits, en tout cas pour tout ce qui est preuve, par un auditeur qualifié. Je voulais savoir s'il fallait absolument que cet auditeur soit qualifié PASI, par exemple, ou autre. C'est pas indiqué, c'est pas précisé. On attend la transposition en loi locale. C'est-à-dire que c'est le régulateur local, donc l'ANSSI chez nous, qui a jusqu'au 17 octobre pour faire la transposition et donner ces éléments de détail sur vraiment comment on va exécuter ces contrôles-là. Ça, c'est pas indiqué dans la directive. Il y a certaines, je les ai plus en tête, mais il y a certaines recommandations en termes de qu'est-ce qu'on peut définir comme étant un auditeur qualifié, mais disons qu'à jusqu'à maintenant, c'est pas encore arrêté. D'accord. Ok, très bien, merci. Je vous en prie. Bonjour, Bénédicte Nicolas, Société Ouri. Je voulais savoir par rapport aux critères que vous aviez donnés pour savoir si on est important ou essentiel. Vous avez parlé du nombre de salariés et du chiffre d'affaires. Les deux critères doivent être, ça doit être de plus de 250 personnes et plus de 50 millions d'euros. C'est les deux qui doivent être pris en compte ou c'est un ou l'autre? Est-ce que vous savez? Écoutez, de mémoire, oui, c'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre, mais je vais être tout à fait franc. Là, j'ai un doute. De mémoire, oui, mais à revérifier. Il y a une personne au fond qui a une... Ah, d'accord. Ok. Nathalie Louis, Archer Inc. Consulting, bonjour. Moi, je voudrais revenir sur la responsabilité accrue pour les dirigeants. Et je voudrais savoir si Nice 2 prévoit également, ou sous-entend également, c'est une responsabilité accrue pour les membres des boards, donc les administrateurs et toutes les parties prenantes. Oui, et là, il faut se référer. J'ai pas le texte précis en tête. Et par rapport à ce que je disais au début, rappelez-vous bien, je suis pas juriste, je suis pas avocat, mais néanmoins dans le texte, oui, le board est mentionné. C'est-à-dire que on parle pas simplement de cadre dirigeant, on parle pas simplement de direction dans le sens le PDG, mais on parle vraiment de l'organe de direction dans son intégralité. Donc tous les cadres à haut poste et également le board. Bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant l'incident. Est-ce qu'on a une définition précise du type d'incident et quel type d'incident on doit déclarer en fait? On sait que ça impacte le business, mais quoi d'autre? J'essaie de me rappeler de l'article en particulier qui parle de l'article 6. Voilà. Madame a mieux le texte en tête que moi.
Donc l'article 6 de la directive en fait complète la définition qui était donnée de l'incident par rapport à Nice 1. Sur Nice 1, on était sur un incident disruptif qu'on traduisait principalement par une interruption de service essentiel. Sur Nice 2, il y a d'autres éléments. Il y a notamment la partie financière qui est réintégrée. Il y a la partie fuite de données, divulgation de données, pas uniquement caractère personnel, mais de divulgation de données qui pourrait constituer un risque. Et de mémoire, il y a également ce qui constitue un risque moral. Voilà, donc la définition est très large. Merci.